Merci Florian. Donc bonsoir à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et donc voilà, donc j'arrive de Haute-Loire, je suis parti ce matin à 8h de la Haute-Loire, c'est loin, ça fait loin, mais ça fait plaisir d'être ici. Donc avant de commencer cette conférence, je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des agriculteurs parmi vous? Oui, alors il y a une main comme ça qui se lève, ça veut dire quoi, une main comme ça? Je suis formé, je cultive à 10 hectares, mais je ne suis pas dans le milieu. D'accord, pas encore installé ça? Non, c'est jamais installé. D'accord. C'est un résidu d'un projet, mais. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, combien il y en a parmi vous donc, qui cultivent un jardin? Donc là, je connais beaucoup, là, effectivement, ça va être quasiment tout le monde. Ok. Donc parmi ceux qui cultivent un jardin, alors combien travaillent leur sol, retournent leur sol en début de saison? De façon systématique, on va dire. À la pêche, motoculteur, avec ce que vous voulez, voilà, peu importe les outils. Bon, personne. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont plutôt préparer le terrain avec des outils à dents, type grelinette, fourche-bêche, des choses comme ça? Donc là, effectivement, je vois qu'il y en a un petit peu plus. Et est-ce qu'il y en a qui font, parfois au moins sur certaines cultures, du zéro travail du sol? Est-ce qu'on en a? Il y en a quelques-uns, ok. Sur quelle culture d'ailleurs? Je sais que certains peuvent se lancer. Tomates, oui, c'est une culture d'été. Il y en a sur d'autres cultures que des cultures d'été? Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà implanté des engrais verts? Ouais, il y en a pas mal déjà, je vois. Effectivement, intéressant, on en reparlera, les engrais verts, mais qui peuvent servir aussi à beaucoup de choses. Très bien. Du coup, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui, justement, donc tout ce que j'appelle jardinier sur sol vivant. Jardinant sol vivant, c'est le titre de mon blog, qui est plus très actif, je reconnais, mais qui existe toujours. Voilà, donc jardinant sol vivant, on va voir un petit peu tout ce qui est derrière. Qu'est-ce que c'est un sol vivant? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et puis, comment on peut faire pour cultiver sur un sol le plus vivant possible? Alors, tout d'abord, deux idées clés. La première, c'est que ce sont les plantes qui font le sol. On va voir comment. Et la deuxième, c'est que c'est la vie du sol qui va gérer la fertilité. Alors, on va brièvement venir sur la première observation, c'est la plante qui fait le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent des fois un peu contre-intuitif. On a souvent tous entendu que c'est qu'une plante qui pousse sur un sol le fatigue, l'épuise, prend des nutriments dedans, et donc derrière il faut le mettre au repos. Ou il faut le fertiliser, ou faire ceci, ou faire cela. Là, quelque part, je suis en train de dire exactement le contraire. Ici, par exemple, vous avez l'exemple d'une très belle photo d'un liseron des sables. Donc là, on est sur une dune du Morbihan. Voilà, donc on est sur un matériau minéral brut. Et on a des plantes qui arrivent à se développer là-dessus. On peut avoir aussi des orpins qui se développent sur les toitures, sur les rochers, des choses comme ça. Voilà. Vous avez vraiment, c'est les tout premiers stades de la formation d'un sol. Donc, comment ça se passe? Comment la plante fait le sol? Donc là, on a un petit schéma. On voit donc, une plante et la source d'énergie qui est absolument essentielle, c'est le soleil. C'est là que tout se passe. Là, au niveau de la photosynthèse. Donc, on a la plante qui fixe l'énergie du soleil à travers la photosynthèse à travers des chaînes carbonées, en créant de la cellulose, de la lignine et plein d'autres composants qui vont stocker cette énergie donc lumineuse sous forme chimique. Et puis ensuite, cette énergie est redistribuée au sol de plusieurs manières. Donc les trois principales, ça va être une litière de surface, ça c'est facile à comprendre, c'est les feuilles qui tombent au sol, les tiges, les fleurs, les fruits, tout ce qui va tomber à la surface du sol tout au long de l'année. Et notamment en automne, mais pas que. Et ensuite, on a un truc qui est moins visible, mais qui est aussi très présent, c'est la litière souterraine. Alors, c'est vrai que c'est moins visible, mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des racines dans le sol, donc on peut se douter qu'elles finissent toujours par mourir et par envoyer de la matière aussi dans le sol, et donc de l'énergie. Donc, la litière souterraine aussi, même les plantes vivaces ou les arbres, tous les ans, renouvellent une partie de leur racine. Donc en fait, on a une très forte litière souterraine. Ce n'est pas que les plantes annuelles qui vont mourir à la fin de l'année qui vont en former. C'est tous les végétaux, y compris les grands arbres, forment ça.
Et puis, un truc là qui est pour le coup complètement invisible, alors c'est un peu un gros mot, donc rhizodéposition, rhizo en grec c'est la racine, et donc déposition, donc c'est tous des éléments qui sont, enfin, tous les substances qui vont être déposées par la racine directement dans le sol, la racine vivante cette fois. Donc ça permet à la racine de modifier un peu les conditions chimiques autour de la racine pour l'aider à mieux se nourrir. En fait, à la base, c'est ça. Mais ça a un avantage, c'est que ça aussi, ça va nourrir plein de bactéries, plein de champignons, plein de micro-organismes, et ça va emmener de l'énergie dans le sol. Donc c'est en faisant cela, et donc année après année, hein, des petites plantes, nos petits liserons des sables, nos petits orpins, ils envoient plein d'énergie dans le même pas sol, qui est le sol qui n'existe pas encore, et au fil des années, des décennies, des siècles et des millénaires, on arrive à former un sol là-dessus, avec des plantes qui vont être de plus en plus développées. Et si on pense souvent que les plantes qui poussent sur un sol l'épuisent, c'est uniquement parce qu'on vient couper une partie de ces cycles-là. C'est simplement ce qui se passe, c'est sur notamment l'action de récolter. Quand on récolte la plante, quand on la coupe, même si on a récolté les tomates, si on coupe le pied de tomate et qu'on l'amène à la déchetterie, ou même qu'on le met au compost, eh bien, on exporte toute cette énergie-là, on empêche son retour au sol. Donc ce qui fait qu'on empêche le fait que les plantes puissent nourrir le sol. Mais sinon, ça c'est vrai pour toutes les plantes. Aussi bien nos plantes cultivées, hein, nos tomates, nos courgettes font ça, aussi bien nos mauvaises herbes, hein, les liserons, les chiens dents, ils font très bien ça aussi, hein, il n'y a pas de souci. Aussi bien que les grands arbres de la forêt, voilà. ou que les graminées de la prairie. Voilà, toutes les plantes font ça. Et ensuite, c'est la vie du sol qui gère la fertilité. Alors, bon, je ne rentre pas trop dans la notion de qu'est-ce que c'est la fertilité. Bon, on va dire c'est ce qui fait que les plantes poussent bien, on ne va pas rentrer trop dans les détails philosophiques là-dessus. Voilà, donc on a trois principaux chemins qui font que la plante va... que la vie du sol, la vie du sol dans son ensemble, hein, aussi bien les vers de terre que les champignons, que les bactéries, que tous les insectes qu'il y a là-dedans, etc. Vraiment l'ensemble de la vie du sol. Donc la transformation des matières organiques, hein, ce qui fait que quand vous épandez un fumier ou un compost sur votre sol, au bout de 2-3 ans, il n'y a plus rien de tout ce que vous avez amené, ça a été entièrement décomposé. Ce qui fait que quand vous arrivez en forêt, si vous écartez la couche de feuilles de l'année qui vient de tomber l'année précédente, souvent, si votre sol est très actif biologiquement, vous allez trouver directement la terre. Vous n'allez plus voir les feuilles des années d'il y a 2-3 ans, elles ont complètement disparu. Hein, donc ça, c'est la vie du sol qui permet ça. Et la vie du sol sous toutes ses formes, hein, aussi bien animales que bactériennes, que champignons, etc. On a la structuration du sol, c'est aussi très important. Là, on voit par exemple un champignon qui participe à structurer un agrégat. Un agrégat, donc c'est une espèce de petite motte naturelle. Une motte, c'est plutôt anguleux et lié au travail mécanique. Là, on est sur un truc plutôt rond, qui est vraiment lié à l'activité biologique. Et les micro-organismes, notamment les champignons et les bactéries, participent à rendre cette structure plus stable. Les vers de terre aussi participent à structurer le sol, en faisant des galeries, en aidant l'eau à s'infiltrer, etc. Voilà. Donc, on a plein de... Je ne rentre pas dans les détails, mais on a plein de manières, plein de voies qui permettent à la vie du sol, sous toutes ses formes, d'améliorer la structure du sol. Et même la gestion des éléments nutritifs. Tout ce que la plante va prélever dans le sol, elle va prélever beaucoup plus efficacement dans un sol vivant que dans un sol mort. Alors bon, la notion de sol mort est toujours aussi un peu ambiguë, hein, parce qu'un sol n'est jamais vraiment mort. Un sol vraiment mort, si c'est un sol qu'on a stérilisé en laboratoire pour faire des expériences. Mais voilà, on a là aussi plein de mécanismes. Hein. Par exemple, là sur la photo, les filaments noirs que l'on voit là, ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec la racine. Ça, c'est une racine qu'on voit là. Donc le champignon rentre dans la racine et va échanger des éléments nutritifs, ce qu'on appelle une mycorhize. Peut-être certains ont déjà entendu parler de ça. Voilà. Mais on aurait plein d'autres process, là aussi je ne rentre pas dans les détails, mais on a plein d'autres processus par lesquels la vie du sol va faciliter la nutrition minérale du coup, de la plante, hein, puisque la plante se nourrit de manière minérale. La plante ne consomme pas des matières organiques, elle consomme du gaz carbonique, de l'eau et des éléments minéraux qu'il y a dans le sol. Et avec ça, elle fait de la matière organique. Alors, ça. Ah voilà. Donc on a trois types de pratiques qui vont découler de ça.
de ce que je viens de dire. Donc la première, c'est qu'on va essayer de, alors moi je vais réduire, en tout cas raisonner, optimiser au maximum le travail du sol. On a vu que certains vont jusqu'à ne plus du tout travailler le sol. Pourquoi pas? Il ne faut pas non plus en faire un objectif radical. Voilà. Il y en a certains qui sont très radicaux sur le zéro travail du sol, ça peut coûter cher aussi. Voilà, surtout quand c'est des maraîchers qui vivent de leur activité. Donc voilà, mais ça peut être intéressant de voir où mettre le curseur entre un travail du sol très intense, où on retourne le sol 2 fois par an, ou au moins 1 fois par an, jusqu'à un système où on a zéro travail du sol, trouver où est le curseur juste. Et suivant les types de sol, suivant les types de cultures que l'on fait, le curseur n'est pas forcément au même endroit. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer de déplacer, en tout cas, vers travail intensif, de se rapprocher d'un travail réduit, voire nul. Apporter des matières organiques, donc là aussi, il y a toutes sortes de matières organiques qu'on peut apporter, on va reparler de ça, donc ça peut bien nous aider aussi à rendre un sol vivant ou à le maintenir vivant. Et bien sûr, la gestion des plantes, et on va notamment parler des couverts végétaux, donc couvrons grès vert, on va dire que c'est synonyme dans le cadre de cette conférence. Voilà, pour les 3 grands axes sur lesquels on va se focaliser ce soir. Alors, tout d'abord, réduire le travail du sol. Donc là, on a un peu 2 extrêmes. On a une préparation de sol classique, par bêchage, voilà, on bêche et on retourne le sol complètement, donc on bouleverse complètement les horizons, on met donc toutes les petites bestioles qui étaient en surface, on les met dessous. Et à l'opposé, là, une préparation où on pose juste des cartons et de l'herbe sur le sol, là, pour pouvoir cultiver ça quelques semaines plus tard. Donc là, c'est dans le Gers. Dans le Gers, il fait quand même assez chaud, donc on n'a pas trop de problème de réchauffement du sol. Donc ici, on peut se permettre de faire ça fin mars pour les cultiver au mois de mai, de avril-mai dedans. Effectivement, là où je suis actuellement en Haute-Loire, on ne fait pas ça. Parce qu'il fait trop froid. Et sinon, on garde le sol glacé, ça ne va pas du tout. Alors, pourquoi on travaille le sol? Avant de se demander comment on va faire pour ne pas le travailler ou pour moins le travailler, il faut d'abord comprendre pourquoi on le travaille. Pourquoi depuis des siècles, des millénaires, on travaille le sol. Et il y a plein de raisons en fait à ça. Une des premières raisons, c'est contrôler l'enherbement. C'est-à-dire que souvent, ce qui va motiver à aller sortir le motoculteur ou la bêche, ou même la grelognette, on voit qu'il y a de l'herbe sur le potager. Un travail du sol, ça va permettre d'enlever tout ça. Donc gérer l'enherbement, c'est vraiment peut-être une des premières raisons, une des raisons les plus fortes de travailler le sol. On a bien sûr l'ameublissement du sol. Donc avoir un sol plus meuble, plus aéré, effectivement, si quand vous travaillez le sol, vous faites rentrer de l'air dedans, ça le rend plus meuble, et ça peut être intéressant, ça peut être pertinent. Préparer un lit de semences, donc là on n'est plus sur un travail superficiel. Si vous semez, quelqu'un a déjà semé des carottes par ici? Voilà. Là, voilà, vous savez que pour semer des carottes, il faut vraiment, il ne faut pas faire ça dans les grosses mottes, sinon ça ne lève pas. Déjà, même quand on s'applique, ça ne lève pas toujours. Donc, voilà. Donc effectivement, pour certaines cultures, il faut avoir un bon lit de semences, et le travail du sol nous permet ça. Alors, il y a un vieux dicton jardinier qui dit qu'un minage vaut 2 arrosages. C'est vrai ça ou si c'est une idée reçue? Qui pense que c'est vrai ça? Il y en a qui pensent que c'est vrai. Qui pense que c'est une idée reçue? Quelques-uns, et qui ne pensent rien du tout. Donc effectivement, c'est vrai ça, en fait. C'est vrai, c'est pas du tout une idée reçue. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le sol, on a, disons, 2 forces qui vont permettre à l'eau de bouger. Là, par exemple, dans cette bouteille, vous avez une porosité énorme. Voilà, vous avez un port centimétrique, c'est énorme pour le sol. Mais si vous regardez bien, vous avez un petit ménisque qui se forme sur la bouteille. C'était pour que je boive normalement, mais bon. Donc vous avez en fait 2 forces qui agissent sur cette eau. La force de gravité, effectivement, si je renverse, bon, heureusement il y a un bouchon, voilà, parce qu'elle ne serait pas restée dans la bouteille, mais on voit qu'il y a une deuxième force qui agit, qui est au contact entre la bouteille et l'eau, qui est la force de capillarité. Et dans le sol, comme la porosité du sol, c'est des trous qui vont être de quelques microns à quelques centaines de microns, mais cette force de capillarité elle est beaucoup plus importante. Donc grosso modo, plus les trous sont gros, plus la gravité gagne, et plus les trous sont petits, plus la capillarité gagne. Et quand vous faites votre binage,
Vous rajoutez de la macro-porosité ou de la micro-porosité? On rajoute de la macro. Donc la macro qui est plutôt défavorable à la capillarité. Donc on gêne l'eau qui va remonter depuis le dessous. Et donc elle va être bloquée au niveau de la zone de travail. Donc effectivement, ça c'est aujourd'hui on explique très très bien scientifiquement pourquoi un pinage en 2 arrosages. Donc en fait, quand vous faites ça, c'est comme si vous faisiez un paillage de terre. Sur les 2-3 premiers centimètres du sol, vous faites un paillage de terre qui va effectivement réduire l'évaporation et va vous permettre d'économiser de l'arrosage. Donc c'est une réalité. Mais effectivement, si on fait un vrai paillage avec des feuilles, avec de l'herbe, avec ce que vous voulez, ça va être tout aussi efficace pour l'eau et en plus ça va nourrir votre sol. Alors des choses peut-être moins intuitives, lorsque minéraliser la matière organique, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Et bon, ça encore. Donc minéraliser, donc on prend la matière organique, on la décompose et on libère des éléments nutritifs, du phosphore, de l'azote, du potassium, du calcium, du magnésium, etc. Donc on la décompose en éléments minéraux. Donc ça, c'est un effet super important. Parce que c'est pour ça, par exemple, que... Est-ce que quelqu'un peut dire sur le but ici? C'est pas cette mode, ça y est. Hein. Ah, parce que j'aurais posé la même question il y a 10 ans, tout le monde aurait levé la main. Donc 10-15 ans, c'est... Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'est-ce qui se passait? C'est que la première année, quand on faisait des buts, on montait la butte, première année, ça produit à fond. Et pourquoi? C'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, vous utilisiez la matière organique qu'il y a dedans, et ça vous libère plein d'éléments nutritifs, vous avez un sol archi riche et ça pousse à fond la minute. Et d'ailleurs, c'est une minéralisation qui permet d'ailleurs de libérer donc, des nitrates, qui est une des principales nourritures des plantes, donc de libérer donc, de l'azote sous une forme assimilable pour les plantes. Et aussi sous une forme lessivable, malheureusement, et quand il pleut trop, ça peut partir dans la nappe phréatique. Et dans ce cas, c'est perdu pour nous et ça pollue la nappe, voire les rivières après. Donc cette histoire de minéralisation de la matière organique, ça paraît plus technique, mais c'est en fait une des principales raisons du travail du sol et de pourquoi on a autant développé le travail du sol au XXe siècle. C'est parce que ça permettait, sans engrais, de décupler les rendements. Mais c'est aussi comme ça qu'on est passé en France de sols qui étaient entre 3 et 4% de matière organique à des sols qui sont aujourd'hui entre 1 et 1,5%. On a pratiqué une agriculture minière du fait du travail du sol excessif. J'ai bien dit excessif, c'est important. Alors, pourquoi on veut réduire le travail du sol? Parce que ça a plein d'impacts. Ça a des impacts négatifs. Ça a des impacts positifs, on vient de les voir, sur la culture, mais ça a aussi des impacts négatifs sur le sol. Donc là, par exemple, alors ça, on peut plus voir ça en agriculture, mais on peut le voir aussi au jardin avec un motoculteur. Effectivement, la création de zones un peu tassées en dessous de la zone de travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les semelles de labour ou de semelles d'outils, c'est pas forcément du labour. Voilà, donc des zones tassées juste en dessous de la zone de travail. Derrière, l'eau, elle s'infiltre là, et elle se retrouve coincée au niveau du sol, elle n'arrive plus à s'infiltrer. Et pareil pour les racines, pareil pour l'air. Donc là, on voit qu'on peut avoir des effets négatifs sur la structure du sol. En surface aussi, on peut avoir des choses comme ça. Ici, alors si on regardait les agrégats, ils ne sont pas ronds comme celui qu'on voit tout à l'heure. Ils sont plutôt anguleux, ces agrégats-là. Donc ils sont vraiment liés, non pas à la vie du sol, mais c'est plutôt des petites mottes liées au travail du sol. Et bien sûr, une des menaces les plus graves qu'il y a sur le sol, donc là c'est dans le Gers aussi, donc là c'est effectivement l'érosion. Donc là, quand la structure du sol devient trop faible, trop instable, et bien la pluie, quand la pluie arrive, ou quand le vent arrive aussi, c'est pas forcément l'eau, ça peut être aussi le vent, le sol s'en va. Et donc là c'est très très grave, c'est ce qui fait que dans certains pays, on a eu des programmes de restauration des sols à très grande échelle. Je pense par exemple à la Chine, dans le plateau de l'Est, qui ont fait un programme de restauration absolument gigantesque ces dernières décennies. Mais voilà, ça peut être une bonne idée de s'en inspirer. Et voilà, donc bien sûr, après une petite question, bon voilà, si on part d'un terrain comme ça, un terrain enherbé, donc comment commencer un jardin sur un terrain enherbé sans travail du sol? Alors, est-ce que vous avez une idée? Tiens, si on dit, tiens, on va faire un potager là, est-ce qu'il y a une autre solution pour sortir le motoculteur? Couvrir, ouais, effectivement, ça peut être une bonne idée. Effectivement, on peut partir sur ces techniques d'occultation, on dira qu'il y a plusieurs variantes. Mais avant tout, il y a un test que vous devez faire régulièrement, surtout si vous n'êtes pas sans travail du sol, c'est ce petit test-là. Prenez le fourche-mèche et vous l'avancez dans la terre.
dans des conditions d'humidité moyenne. Alors, pas quand c'est la grosse gadoue, et pas quand c'est trop sec. Bien sûr, sinon ça va donner n'importe quoi. Voilà. Mais je te sûrement qu'en ce moment, les conditions d'humidité sont probablement correctes pour faire ce genre de test-là. Donc vous enfoncez votre fourche bêche. Est-ce qu'il vous faut prendre une masse pour la faire descendre jusqu'au là ou est-ce qu'elle s'enfonce relativement facilement? Ça c'est important. Si vous voyez qu'elle a du mal à s'enfoncer alors que les conditions d'humidité sont correctes, ça veut dire qu'il y a un problème de tassement dessous. Et donc là, il vaut mieux sortir un outil, clairement. Voilà, il faudra mieux travailler à la grelinette, à la fourche bêche, ou un truc comme ça, mais il ne va pas falloir se contenter de ce qu'on va dire. Alors quand je dis travailler, c'est pas forcément le retourner, ça peut être juste fissurer le sol. Souvent, la grelinette, on plante la grelinette, on la bouge un peu, hop, et puis on fait, et pas plus. Et puis pareil, quelques centimètres plus loin, et ainsi de suite. Voilà, c'est juste pour fissurer le sol, pour lui donner une certaine porosité qu'il est en train de perdre. Et ça, c'est important de le faire régulièrement. Ça. Et puis après, effectivement, si ça fonctionne, ou bien après l'avoir aéré, si besoin, on va rajouter, ça peut être des matériaux d'occultation. Donc ça peut être de l'herbe, comme là, ça peut être des cartons, comme on a vu avant, avec de l'herbe. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Là, c'était de l'herbe que j'avais... Voilà, on avait simplement laissé pousser de l'herbe, une partie de la pelouse était laissée en libre croissance. Il suffisait de ratisser l'herbe qui était là. Même au mois de mars, on avait accès à l'épayage. Ça peut être de la paille, pourquoi pas. Ça peut être différentes choses. Voilà, là, on a différents matériaux. Là, on avait un BRF. Alors, BRF, tout le monde voit ce que c'est du BRF? Pas forcément, c'est vrai qu'on en parle moins. Ça aussi, un peu comme les putains, c'est passé de mode, ça. Voilà. C'est le bois raméal fragmenté, c'est le premier sujet sur lequel j'ai travaillé dans les années 2000. Donc c'est l'amendement de sol, l'amendement de sol à partir de branches broyées. Voilà. Alors après sur internet, si vous cherchez ou d'être plein de règles en plus, vous ne tracassez pas trop avec ça. Voilà, on va dire que c'est des branches broyées, peu importe quelle espèce et peu importe les détails. Voilà, donc ça c'est du châtaignier, ça c'était de la paillette de chanvre, et ça c'était un BRF de résineuse, cette fois-ci de cyprès. Voilà, donc ça peut être des exemples. Ou carrément des branches feuillées. Ça peut être sympa si on n'a pas de broyeur, mais là c'est plus pour des espèces persistantes si on le fait en hiver. Ça peut être toutes sortes d'espèces si on le fait à d'autres saisons. Et voilà, et puis là aussi, par exemple une serre, la serre Monteloire, que j'ai mis en culture, comme ça en l'espace d'un mois, simplement des cartons mouillés sur le sol, et puis de l'herbe coupée. Début mai, et puis à la fin du mois de mai, on peut mettre la serre en culture comme ça. Voilà, faut-il pour autant ne jamais travailler le sol? Voilà, ça c'est une question qu'il faut quand même avoir en tête. Donc, refaire régulièrement ces tests-là, quasiment à chaque implantation de culture. Donc au moment où on peut se permettre de travailler le sol, tiens là j'ai fini ma culture, je veux implanter que ce soit une culture ou un couvert végétal, peu importe d'ailleurs. Je vérifie où en est le sol. S'il y a besoin, je fissure. Alors là, je vous ai mis un graphique compliqué quand même, il fallait bien. Alors, quelqu'un a déjà vu ce triangle des textures? Il y en a qui connaissent ce truc-là? Là, c'est comme ça qu'on représente un sol. Souvent, les agriculteurs, quand ils analysent leur sol, on leur met ce qu'on appelle la texture. Alors, la texture, c'est quoi la texture du sol? Comment on peut définir la texture d'un sol? Sa viscosité. Viscosité, c'est plutôt du liquide, la viscosité, en général. Là, oui. Densité, c'est pas lié à la texture, la densité. La taille des grains, oui, effectivement, on est là-dedans. Voilà, mais quels adjectifs peut venir en texture, peut-être comment? Pardon? Argileuse, sableuse, absolument. Voilà, argileuse, sableuse, limoneuse. Donc dans ce triangle, c'est ça qu'on voit. Donc là, on a les argiles. Donc tout en haut, on est très argileux. Ici, c'est des sables. Donc là, on est très sableux. Et ici, on est très limoneux. Et puis là, on a un mélange des deux. Donc là, les terrains équilibrés sont par là. Les terrains sableux sont par là. Les terrains limoneux sont par là. Et les terrains argileux sont tout en haut. J'arriverai pas à le voir assez long pour les montrer. Enfin, s'ils sont, voilà. À partir de, voilà, tout ça, au-delà de tout ça, les 14, 12, tout ça, c'est les terrains argileux. Voilà, ici, c'est les terrains limoneux, ici, sableux, et ici, équilibré. Alors, on voit que si on est dans cette zone-là, qui va en gros des limons argileux, ou des argiles limoneuses, jusqu'aux textures équilibrées,
on est très sensible au tassement. C'est ça que veut dire la grosse tache rouge. Et ça, vous ne découvrez rien, c'est pas vos pratiques qui font que ça va se tasser, c'est que c'est les sols qui se tassent beaucoup plus facilement. Et c'est aussi souvent les sols les plus fertiles qui sont là. Donc souvent, c'est les plus intéressants. Les sols très sableux, ils sont souvent assez pauvres, et ils ne gardent pas l'eau. Les sols très argileux, souvent, ils gardent trop l'eau, ils sont très lourds à travailler, même s'ils peuvent être très intéressants en termes de fertilité. Les sols limoneux, souvent, ils sont très sensibles à la battance, ils sont souvent assez fertiles, mais ils peuvent avoir des gros défauts. Et donc là, c'est là qu'on va avoir le comportement vis-à-vis de l'eau, en tout cas, le plus intéressant. Mais attention, c'est là que vous avez aussi des sols qui se tassent très facilement. Donc la plupart des sols fertiles de France sont là-dedans. Chez moi, c'est là-dedans, je suis en plein. Moi, je suis par là. Voilà, je suis en plein dans le rouge. Et je ne serais pas étonné que dans la plaine d'Alsace aussi, il y ait beaucoup de sols là-dedans, dans ce coin-là. Donc voilà, donc si vous avez ça, pour voir ça, pour estimer ça sur le terrain, rendez-vous demain, voilà, pour voir comment on regarde la texture sur le terrain. Je vous montrerai ça demain après-midi. Ça peut aussi se voir par l'analyse, mais bon, c'est rare que les jardiniers se payent l'analyse de sol, c'est plus rare que les agriculteurs. Mais voilà, donc si on est dans ces zones-là, voilà, et on a de gros risques de voir sortir régulièrement la fourche bêche ou la grelinette pour décompacter un peu. Si vous êtes dans les sables, il y a beaucoup moins de risques. Dans les argiles, il y a beaucoup moins de risques. Voilà, et donc, voilà, par exemple, un jardin ici qui a été implanté comme ça, donc sans aucun travail du sol. Ici, donc là, avec des cartons sur de l'herbe directement, avec des tomates et des courgettes plantées directement à travers, et on voit que ça pousse sans difficulté au niveau ça produit aussi bien qu'un jardin classique. Voilà, donc ensuite, la deuxième partie, c'est apporter des matières organiques. Donc on a vu quand même que pour ne pas travailler le sol, on a besoin quand même d'apporter beaucoup de matières organiques, notamment pour l'occultation, des choses comme ça. Alors, voilà, donc on a plein de matières organiques à disposition. Donc là, j'ai de la paille, là, j'ai du foin, là, j'ai quoi? J'ai du PRF, voire améal fragmenté, des branches broyées. Là, j'ai de l'urine, là, on est un peu à la limite des matières organiques. Là, j'ai un compost mûr, là, j'ai un fumier, là, j'ai du lisier. On voit rien. Oui, rien. Ah, je devant, je cherche devant. Là, j'ai des tourteaux. Alors, les tourteaux, c'est pas des crabes, c'est des résidus de trituration, voilà. C'est des résidus de trituration quand on extrait l'huile. Voilà. Un soja, par exemple, qu'on a pressé pour extraire l'huile, ce qui reste, il faut qu'on extrait l'huile, ce qu'on appelle le tourteau, qui est souvent valorisé en fertilisation animale, en alimentation animale, mais qui est aussi souvent valorisé en fertilisation. On a le fameux tourteau de ricin, par exemple, qui est assez commun en agriculture biologique. Les engrais bio, les tourteaux en font partie, mais on en a plein d'autres. Des feuilles mortes, par exemple, des tontes de gazon, ça peut être un matériau assez intéressant aussi. Des biodéchets, donc tous les déchets, toutes les épluchures qui viennent de votre cuisine. Et comment j'ai organisé ça, à votre avis? Entre l'urine et la paille? C'est l'azote, vous êtes fort, hein. Oui, je vois qu'il y a du level, attention. Effectivement, c'est bien l'azote. Donc, exactement, c'est le rapport carbone sur azote. Donc, plus on est là, plus on a de carbone et moins on a d'azote. Et là-bas, c'est le contraire, on a beaucoup d'azote et peu de carbone. Donc, c'est un rapport qui va avoir certaines valeurs, en général de 0 à 50 ou 100. Voilà. Ça peut aller plus haut que ça, mais c'est déjà pas mal d'arriver jusqu'à là. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ce rapport carbone sur azote, et pourquoi c'est important? Alors, imaginez que vous avez une matière organique. En noir, j'ai mis le carbone. En bleu, l'azote. Et on a le carbone, l'azote, et on a une petite bébête qui vient manger ça. Alors, elle va manger ça, mais attention, elle a deux règles à respecter. Alors, c'est très schématique ce que je dis. Bien sûr, là, on suppose que la matière organique, elle est homogène. Elle n'est pas homogène, bien sûr. Et, voilà. Et que le carbone et l'azote sont consommés de la même manière. Donc ça, c'est pour simplifier, on fait cette hypothèse-là. Mais, voilà, donc les deux règles que la bestiole va devoir respecter, c'est ça. La première, c'est les micro-organismes consomment environ 1 azote pour 25 carbone.
La deuxième, c'est les micro-organismes consomment tout le carbone. Pourquoi tout le carbone d'ailleurs? Si on se souvient ce qu'on a dit au tout début, c'est quoi qu'on envoie dans le sol, que les plantes envoient dans le sol? Ouais, la matière organique, mais du coup, elle contient quoi, cette matière organique? Le carbone et, qui vient du soleil, et l'énergie surtout. C'est pas justement le carbone, justement, il porte l'énergie. Donc, c'est pour ça que les micro-organismes, ils ont tout intérêt à aller chercher tout le carbone pour pouvoir extraire toute l'énergie. Alors, on va prendre un premier exemple, un rapport carbone-azote plutôt bas, donc une matière riche en azote. Donc là, on a 25 carbone, 2 azote. C'est sur N, 12,5. Voilà, pas très compliqué à calculer. Donc là, notre bestiole, elle mange tout le carbone, elle mange un azote avec, et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui devient? Alors, lessivé, ça c'est si on se débrouille mal, mais effectivement, il est libéré en tout cas. Alors, il peut effectivement être lessivé, mais dans un premier temps, déjà, il va être libéré dans le sol, et il peut servir à nourrir les végétaux, tout simplement. Mais effectivement, comme vous dites, il se peut aussi qu'il se fasse lessiver, lixivier exactement, notamment à l'automne. Surtout là, on a beaucoup de pluie, on n'a pas beaucoup de plantes qui poussent sur le jardin pour récupérer tout ça. C'est là qu'on a ce risque. Donc là, ça peut être des composts, fonctionne comme ça, même s'ils se décomposent très lentement, souvent les composts, hein, mais ils fonctionnent plutôt comme ça. Un fumier peu pailleux, c'est bon, un lisier, a fortiori, des tentes de gazon vont fonctionner plutôt comme ça, des biodéchets, etc. Alors, plein de matières qui fonctionnent plutôt comme ça. Maintenant, on prend un exemple, un autre exemple. On a une autre matière, cette fois-ci, ça pourrait être un BRF par exemple, avec un azote et 50 carbone. Donc, rapport C sur M de 50 cette fois. Donc là, on a toujours notre bestiole, là, non identifiée. Voilà, donc il consomme un azote, et avec cet azote-là, il consomme 25 carbone. Et qu'est-ce qui se passe là? C'était quoi la deuxième règle? On mange tout le carbone, comment on fait là? Et ouais, il va chercher l'azote ailleurs, exactement. Donc du coup, il est obligé de le prendre dans le sol. Il y a un azote qui était libre dans le sol, on va devoir le prendre pour manger ça. Et donc, du coup, si on a des plantes qui poussent, si ça vient massivement extraire l'azote du sol pour l'amener là, il n'est plus disponible pour les végétaux qui poussent. Et donc, on peut avoir des problèmes de fin d'azote. Quelqu'un a déjà vu des fins d'azote dans son jardin? Ouais, des petites fins d'azote, ça se voit, voilà. Voilà. Des plantes qui jaunissent, des plantes qui ne poussent pas, voilà. Oui, c'est classique. Alors, je reprends donc notre échelle de C sur N, en gros. On a plusieurs matières. On a ici un repère autour de 25, de C sur N autour de 25. C'est un C sur N plus ou moins neutre. Donc un fumier pailleux ou un foin vont être à peu près là-dedans. On a une limite assez arbitraire, à 8. En dessous de 8, c'est les engrais organiques. Donc tout ce qui est urine, tourteau, engrais bio, tout ça, c'est des engrais organiques. Donc ça nourrit la plante uniquement. On nourrit très peu le sol. Tout le reste, c'est les amendements organiques. Donc là, on va nourrir le sol. Et ici, on immobilise de l'azote au-dessus de 25. Et en dessous, on en libère. Donc là, on nourrit le sol au-dessus de 25. Et entre 8 et 25, on nourrit le sol et la plante. Souvent, la plupart des trucs que vous avez dans le sol sont là-dedans. Hein. Effectivement, si vous voyez des fumiers, du foin, notamment des composts, notamment, c'est des choses qu'on amène assez classiquement dans le sol. Effectivement, on est justement dans ces zones-là. Les paillages, souvent, vont se retrouver plutôt sur les matières très fortes et sur elles, parce qu'on veut des choses qui se décomposent pas trop bien. Donc, souvent, c'est des matières à force et sur elles. Mais c'est pas obligé. Et bien sûr, il y a les plantes que l'on va gérer. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser les plantes pour améliorer la fertilité du sol. La première, c'est la restitution des résidus de culture, tout simplement. Donc là, plutôt que d'avoir le réflexe, quand la culture est finie, de tout couper, de tout mettre au compost, voire à la déchetterie, ça vaut la peine de le laisser au sol. Donc là, par exemple, on a des cultures de fèves, donc ça, c'est peut-être pas forcément très commun par ici, j'imagine que c'est plus le truc du sud-ouest, c'est ça? Voilà, ça se fait, ouais, on commence à se faire. Voilà, donc les cultures de fèves, c'est assez intéressant parce qu'une plante,
on récolte effectivement des gousses, mais finalement ce n'est pas si énorme la quantité de matière qu'on récolte. Surtout qu'en plus on les gousses, on mange les grains qu'il y a dedans, donc on peut aussi ramener la gousse directement en sol. Et puis tout le feuillage, ça fait une grosse biomasse que l'on peut ramener directement en sol. Donc voilà, plutôt que de tout arracher, on coupe tout, clac, et on laisse. Bon là c'était fait au sécateur, on peut le faire avec une faux, ça va plus vite, ou avec une cisaille. Et puis ensuite, on peut rajouter ou pas un paillage et directement aller implanter par exemple une culture de tomates. Alors là effectivement, ici j'imagine que vous implantez les fèves plutôt au printemps, donc là effectivement après on sera trop tard pour faire une culture de tomates derrière. Ça c'est parce que dans le sud-ouest on peut les implanter à l'automne, dans les passes l'hiver. Mais par contre, même ici on pourrait implanter par exemple des choux derrière. On peut tout à fait, des choux on peut les implanter en juillet, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement. Effectivement. Bien remarqué. Oui, en effet, ce qu'on appelle laisser le sol au repos, en fait, souvent, c'est une incompréhension du fonctionnement, justement, que la plante tourne le sol. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne laisse jamais le sol au repos on va toujours enchaîner le plus possible des plantes. Soit des cultures sur culture, comme c'est le cas ici, soit culture sur couvert végétal. Alors effectivement, il peut y avoir des moments où il y a des trous là-dedans, parce qu'on va au moins mettre un paillage ou quelque chose pour protéger le sol, mais le moins possible un sol nu sans plantes, le moins possible. Alors il y a des moments où on est obligé de faire, dans des zones où il fait froid, comme chez moi, chez vous un petit peu aussi, en début de printemps, on est un peu obligé de laisser le sol un peu nu pour qu'il se réchauffe, effectivement. Mais voilà, on essaie de faire le moins possible. Et en tout cas, pas de laisser une saison comme ça sans culture. Voilà, là aussi d'autres manières de valoriser les résidus de culture. Si ça vous encombre un peu trop, là, parce que là on va faire un semis là où il y avait des courgettes par exemple, mais on peut mettre ces courgettes à un autre endroit pour pailler d'autres planches du jardin. Et puis bien sûr les couverts végétaux, alliés engrais vert. Donc là, on a un couvert. Quelqu'un reconnaît ce qu'il y a comme plante là? Voilà, la moutarde blanche là, en effet, c'est ça. Et facélie, voilà, ça c'est des grains classiques. Voilà, donc là ça sert à un certain nombre de choses. Donc on va voir protéger déjà mécaniquement le sol, le fait d'avoir de la végétation sur le sol, ça va la protéger du rayonnement solaire, de la pluie, des pluies trop violentes, etc. Fixer du carbone et de l'énergie. Alors par contre, attention, je dis bien, on va faire un flux de carbone et d'énergie de la plante vers le sol. Par contre, je ne dis pas que ça va stocker du carbone dans le sol. Ça, c'est beaucoup moins évident, et ça va beaucoup dépendre des conditions de sol. Il y a de gros débats au niveau scientifique là-dessus. C'est pour ça que je préfère rester prudent sur l'affirmation. Structurer le sol avec les racines, bien sûr, les racines. Donc là, on va notamment avoir des plantes à racines pivotantes qui vont plutôt perforer la structure du sol et des plantes à racines fasciculées qui vont l'affiner, donc qui sont complémentaires. Donc les racines fasciculées, c'est souvent des céréales, souvent du seigle, du sorgho, de l'orge, de l'avoine, etc. Et les racines pivotantes, ça va souvent être des plantes de la moutarde, par exemple, du radis, de la févrole, des choses comme ça. On a plein de plantes à racines pivotantes que l'on peut utiliser. On va stimuler l'activité biologique, alors aussi bien dans le sol avec tous les réseaux des positions qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi au-dessus avec par exemple les pollinisateurs, si on laisse fleurir. Et on va récupérer aussi les nitrates en excès dans le sol, donc notamment à l'automne, quand on a trop de nitrates dans le sol et qu'ils risquent de se faire emporter vers le nappe phréatique, on peut utiliser notamment la moutarde, des radis ou de la navette par exemple. Souvent ces plantes-là sont très adaptées pour récupérer les excès de nitrates. Et à l'inverse, si on met des légumineuses notamment, on peut aller prendre l'azote qui est dans l'air pour l'amener dans notre système. Donc ça c'est surtout les légumineuses qu'on va mettre dans des couverts d'automne, des couverts implantés à l'automne, qui passent l'hiver et qui se mettent à pousser très fort au printemps. On va en voir après. Voilà, donc on a les principaux cycles que l'on a ici. Voilà, souvent on me dit qu'est-ce que je peux mettre comme couvert? Ben je sais pas moi. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez comme culture avant et comme culture juste après. Là, par exemple, ici vous avez une culture qui se finit en fin d'été. Par exemple, ça peut être un oignon, ça peut être une pomme de terre, ça peut être une carotte, par exemple, qui finissent là. Et on veut implanter une autre culture en sortie d'hiver, par exemple des salades, ou je sais pas, peut-être une carotte, un oignon, on peut retrouver aussi tout ça.
que l'on veut planter ici en sortie d'hiver. Donc là, l'idée, c'est qu'on va utiliser l'hiver pour détruire notre couvert. Donc on va avoir un truc qui va se développer très fort à l'automne et qui va geler en entrée d'hiver. Comme ça, on aura le terrain libre au printemps pour mettre en culture. On va avoir un cycle ici plutôt pareil. Donc là, vous avez aussi une culture qui se finit en fin d'été, mais cette fois-ci, vous ne voulez mettre en culture qu'au printemps. Donc là, si vous avez un truc qui gèle en entrée d'hiver, votre jardin va s'enherber, tout le temps s'enherber complètement, vous allez avoir de l'herbe haute comme ça, quand vous voudrez mettre en culture. Donc il va falloir un peu recommencer à zéro. Pas très intéressant. Donc on va plutôt prendre un truc qui va passer l'hiver, cette fois-ci, avec des plantes résistantes au froid. Donc ça, il y en a plein, le céréales marche très bien là-dessus, la févrole, de la veste, du pois fourragé, etc., de la navette, il y a plein de plantes qui résistent très bien au froid, du colza, des choses comme ça. Le deuxième, il ressemble pas mal au premier, à part que là on est sur une culture qui va jusqu'en milieu d'automne, une tomate, une courgette, un haricot, un maïs. Alors ça, c'est le truc chez moi, ça marche pas. Parce que quand on a fait en milieu d'automne, c'est trop tard pour planter un couvert. Mais ici, il y a des chances que ça fonctionne beaucoup mieux déjà. Et pareil, ça va être des plantes qui vont résister suffisamment au froid. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans des climats assez doux, par exemple dans le sud de la France, peut-être ici, je ne sais pas trop, on peut mettre une moutarde que l'on mettrait ici, elle gèle là, mais une moutarde qu'on implante là, elle passe l'hiver. Parce que quand les plantes sont plus jeunes, elles sont plus résistantes au froid. Donc ça aussi, quand vous voyez sur un sachet de graines résiste jusqu'à -5 ou jusqu'à -4, c'est un peu du bullshit en fait. Parce que ça dépend de tellement de choses. Parce que déjà, -5, si on a une nuit à -5 ou si on a 10 nuits d'affilée à -5, c'est pas du tout le même effet. Et ça dépend aussi du stade phénologique de la plante. Et ça dépend aussi de l'humidité du sol. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et un autre cycle, voilà, un ensemble cycle, c'est les cycles de printemps-été. Voilà, donc là, des choses qu'on va planter maintenant, par exemple. Si vous avez une planche que vous ne voulez pas cultiver pendant l'été, vous pouvez planter ici un sorgho, par exemple, qu'on peut planter dès le mois de mai. Ça peut être très intéressant. Pourquoi pas du sarrasin, pourquoi pas du radis fourragé. Voilà, il y a plein de plantes qui peuvent très bien s'implanter, soit en cours de printemps, voire en cours d'été. Là, par contre, en cours d'été, souvent, il faut choisir des plantes qui tiennent très bien en conditions sèches. Donc sarrasin, radis fourragé, par exemple, ils sont vraiment très forts là-dessus. Avoine, seigle, mais là on est sur des cycles plutôt comme celui-ci. Voilà un petit exemple. Donc là on est à nouveau dans le Gers, je vous en montrerai juste après en montagne, c'est ce que ça donne. Un couvert, donc là on voit de la moutarde, on voit de l'avoine, ici on voit on la voit pas trop, mais il y a de la veste là-dedans, de la févrole. Ça c'est au mois de novembre, on a un truc semé fin novembre, donc ça effectivement, par chez moi c'est pas possible. Ici je pense que c'est un peu juste semé fin novembre, je pense pas que ça fonctionne. Mais peut-être que chez le début novembre, ça pourrait encore marcher ici. Alors que chez moi, c'est déjà trop tard. Voilà, au mois de mars, à quoi ça ressemble? Donc là, on voit très bien la févrole, on voit très bien la moutarde, on voit très bien l'avoine, on devine la veste un peu là. Voilà, et puis ensuite au mois d'avril, ça ressemble à ça. Donc là, on a du radis fourragé aussi dedans, de la moutarde blanche, etc., de la févrole, voilà. Et au mois de mai, à certains endroits, si on laisse pousser un peu plus longtemps, on voit très bien la veste qui fleurit ici. Donc ça, c'est la veste commune, celle-ci. Il y a plusieurs espèces de vestes. Et on voit aussi l'avoine que l'on devine un peu là-dedans. Et puis ensuite, on coupe tout ça et on va planter directement à travers. Donc là, on avait attendu un petit peu, mais en fait, on peut quasiment planter directement dedans. Je vous montrerai des photos juste après où on plante directement dedans. Voilà, un exemple. Là, je vous montre un peu. Depuis 2022, je suis installé sur un jardin à Haute-Loire, à peu près fixe, voilà, où je vous montre un exemple de succession que j'ai pu faire dans ce jardin. Alors, dans ce jardin-là, ici, on a ouvert ici une planche avec une bâche. Donc la bâche elle est derrière, là c'est au premier plan, donc là ce qu'on voit en vert c'est de l'herbe coupée en fait. C'est l'herbe coupée qui a été rajoutée par-dessus. Enfin, c'est le sol dessous, c'est du sol nu. C'est la terre qui est dessous. Donc on avait mis cette bâche-là, qu'on a laissé en gros du mois de septembre au mois de mai, début mai. On l'enlève là, début mai, et on va mettre en culture. Donc on envoie une culture des choux patates. Vous connaissez les choux patates? Non, voilà. Choux patates, c'est des choux et des patates.
Voilà, alors c'est un truc que j'ai découvert un peu par hasard. C'est que, je sais pas si vous, mais moi je suis très embêté avec les punaises et les altises. Ouais, ça vous dit quelque chose? Quand je mets les choux au milieu des patates, je suis plus embêté. Alors si ça marche chez vous, voilà, je vous le donne, c'est gratuit, hein, voilà. Ça évite de poser des filets, des trucs comme ça, ou de mettre des produits qui de toute façon ne marchent pas, hein, même s'ils sont pas bio. Ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne bien contre ça, donc ça c'est plutôt intéressant de voir, de faire des choux au milieu des patates. Ouais. À chaque fois on pose la même question. Mais non, ça marche pas dans votre sens, non. Ce serait bien ça. Voilà, donc là ça grandit, on voit ici une rangée de choux, ici qui est là, on voit des patates, voilà, donc l'idée c'est de faire en gros 2 rangées de patates, une rangée de choux, donc il y a un petit décalage quand même. Donc ce que je fais, c'est que je plante mes patates, je marque la future rangée de choux, et quand les patates commencent à sortir, quand les premières pousses là, il faut que je plante les choux à ce moment-là, pour avoir un bon timing. Si je mets les choux trop tôt, ben, ils ne sont pas du tout protégés, hein, pendant les 3-4 premières semaines. Si je mets les choux trop tard, ben, la végétation elle commence à être un peu exubérante. Donc c'est un peu dur de les implanter au milieu de ça. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut être impressionnant à certains stades, comme là, où on se dit que là, les patates sont en train de bouffer les choux sont en train de bouffer, les patates sont en train de bouffer les choux, pardon. On a l'impression qu'elles dominent complètement. Mais heureusement, le cycle de la patate est très rapide, enfin de la pomme de terre plutôt, je vais dire. Le cycle de la pomme de terre est très rapide. Et en fait, très rapidement, ça se calme, mais souvent le dorifort qui les calme aussi. Donc rapidement, les choux ont assez de lumière et arrivent à se développer. Donc voilà, au bout de quelques semaines, c'est les choux qui dominent et les pommes de terre qui commencent à... Les dorifores les aident aussi, mais elles commencent à être un peu moins vigoureuses. Voilà, et puis après on récolte les pommes de terre, et puis après on récolte les choux, voilà. Voilà, donc... Après, on se retrouve par contre avec beaucoup d'espace entre les rangées de choux. Donc là, on a différents choix possibles. On peut faire une culture d'hiver dedans, à la place, mettre de la mâche, des laitues d'hiver, si le climat le permet, pourquoi pas des carottes, ou des cultures d'automne, hein, un navet d'automne par exemple, on peut tout à fait venir mettre ça là-dedans. Ici, on avait semé un trèfle de Micheli, donc ça se voit, un petit trèfle comme ça, on le voit là. Ce trèfle-là qui est une petite foliole dentée qui fleurit blanc. Bon, il y a ce truc-là qui pousse au milieu, mais c'est pas du tout gênant. Ça, c'était l'ami pourpre, là, voilà. Et en jaune, là, ce qu'on voit jaune, c'est un chou qui fleurit en jaune. Voilà, donc on voit ce fameux trèfle de Micheli quand il est en fleur. On voit certaines pommes de terre qui repoussent, il y en a toujours qui repoussent au milieu. Et puis ensuite, on fauche tout ça. Et là, directement, quasiment, si c'est assez humide, en tout cas, sinon il faut peut-être attendre une pluie, mais si c'est assez humide, on va pouvoir arroser. Voilà, on peut tout de suite faire des bouquets. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du maïs. Voilà, donc le maïs, il est là. Donc du maïs qui pousse là-dedans, et qui va venir va aussi produire beaucoup de biomasse, une plante très intéressante pour ça, le maïs. Et bien sûr, qui produit aussi une récolte, maïs doux, bien sûr. Et après le maïs doux, là par contre, il se finit voilà, jusqu'au mois d'octobre, il occupe le terrain. Donc là, on est un peu tard chez nous pour planter un beaucoup couvert. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se prend pas la tête, hein, on fauche tout, et on laisse au sol, et on laisse comme ça pour l'hiver. Alors si on est sur une plante qui faisait beaucoup moins de biomasse que le maïs, comme une courgette par exemple, ou des choses comme ça, on pourrait rajouter un paillage par-dessus, éventuellement, pour que ça passe l'hiver, pour éviter que ça s'enlève aussi pendant l'hiver. Et puis ensuite, au printemps suivant, des oignons par exemple. C'est ce qu'on a fait sur cette planche-là. Ça pourrait être d'autres cultures diverses, ça pourrait être des carottes, ça pourrait être des salades, ça pourrait être plein d'autres choses. Mais hop, une culture d'oignons qui vient là-dessus. Et après les oignons, plusieurs possibilités. On aurait pu mettre du sarrasin, comme là. Là, cette photo est sur une autre planche, donc c'est pas du sarrasin qu'on a fait. Mais on pourrait tout à fait mettre un sarrasin derrière les oignons, ça marche très bien. Là, comme je voulais mettre en culture, revenir en chou patate, voilà, parce qu'on en fait beaucoup, donc ça revient assez vite dans la rotation, j'ai préféré faire un couvert d'automne. Donc là, ce couvert d'automne, de l'orge, de la baisse velue, du pois fourragé, qu'on ne voit pas bien sur la photo, mais il y en a, voilà, qui marche. Voilà. Donc là, c'est plutôt un couvert d'automne qu'on a fait derrière ces oignons-là. Donc pour ensuite revenir sur un chou patate. Donc là, voilà, on peut faire comme ça des successions de cultures. Alors, effectivement, ça fait
un peu des rotations. Disons que le chou patate il revient souvent, parce que c'est quand même une culture qu'on fait beaucoup. Plus que des cultures d'été, on n'est pas dans un climat très adapté aux cultures d'été, donc on fait beaucoup de cultures d'hiver. Parce que les choux sont plus des cultures d'hiver quand même. Et voilà, donc voilà, c'est un exemple. On peut trouver plein d'autres exemples. Donc la ouverture avec du plastique, effectivement, avec une bâche d'ensilage, et puis ensuite, on voit que l'on essaie de faire se succéder le plus possible les plantes. Il n'y a que derrière le maïs qu'on n'a rien mis, qu'on a juste laissé la végétation ensemble. Voilà, donc l'idée c'est d'aller vers un jardin avec que des temps vivants. Donc voilà, donc cette photo-là par exemple, je l'ai prise dans le Gers à un moment où on est au mois d'avril. Et souvent, quelle est la couleur des potagers au mois d'avril? Ouais, marron plutôt. Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de marron. Dans mon potager actuellement, il y a du marron parce qu'il y a toutes les cultures que je viens d'implanter. Donc effectivement, c'est encore marron à cet endroit-là. Mais qu'il y ait le plus possible de vert en toute saison, y compris au début du printemps. Donc pour ça, il faut qu'on ait des couverts végétaux, il faut qu'on ait des cultures d'hiver. Donc ça, c'est super important. Voilà. Le potager, c'est pas que le potager ratatouille. C'est très bien le potager ratatouille, il n'y a pas de souci. Puis surtout pour commencer, souvent c'est encourageant. Mais de plus en plus, on arrive sur des années où on implante nos tomates au 15 mai et au 15 juin, on a restriction d'eau. Non, ça vous fait pas ça chez vous? Si. En Alsace, ça va encore. Chez moi aussi, ça va encore. Mais bon, il y a des fois. Je vois qu'il y a des gens même qui sont à Montpellier ou à Marseille et ils vont commencer leur jardin en mois d'avril. Je dis, ah non, commencez le plus tôt en septembre. Au moins il y a de l'eau après. Parce que l'été, ça devient compliqué dans certains coins. Donc voilà, en tout cas, voilà, je vous encourage à faire plutôt un jardin des 4 saisons qu'un jardin uniquement d'été. Même si les légumes ratatouille peuvent être très bons, il n'y a pas de souci. Très valorisé. Voilà, donc là, après 2 petits sites internet, voilà, là c'est mon blog qui existe depuis 2010, donc qui n'est plus très entretenu en ce moment, il n'y a plus beaucoup de nouveaux contenus. S'il y a un article sur chou patate, justement, que j'ai vu l'été dernier, mais bon, il n'y a pas grand chose de nouveau. Et là, c'est le site que je viens de créer, mais qui est plus orienté pédologie, agriculture, voilà, donc c'est un peu moins pour le jardinage. Voilà. Je suis allé au bout de mon discours maintenant, mais c'est à vous si vous avez des questions. Donc je vais me balader peut-être dans les allées, parce qu'il n'y a qu'un seul micro. Oui. C'est à propos de la restauration dont on avait parlé en Chine, ça consiste en quoi le fait de restaurer des sols? Je n'ai pas tous les détails de leur projet, mais enfin, l'idée c'est que c'est notamment du reboisement à grande échelle, des plantations à très très grande échelle. Alors pas forcément du reboisement forestier, à proprement dit. Voilà, ça peut être des haies, ça peut être toutes sortes de choses. Mais si vous faites des recherches sur le plateau de l'Eus en Chine, vous pouvez avoir des détails là-dessus. Je reconnais que je n'ai pas les détails dessus, mais c'est un truc vraiment énorme. Parce qu'il y avait des problèmes d'érosion absolument colossaux. Alors. Bonjour, merci. Moi, je suis sur un terrain très argileux et je suis assez d'ailleurs surprise par le diagramme des textures parce que argileux, c'est vraiment très tassé, quoi, sur un sol très très tassé de prairie. J'ai plutôt le sentiment que le sol est très tassé malgré le fait qu'il soit très argileux. Donc, je n'ai pas trop compris la graphie. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup du mal à un sol très argileux, donc très humide. Après, du coup, j'enlève tout le couvert pour qu'il se réchauffe. Là, il devient tout de suite très sec. Et j'avoue que c'est quand même, j'ai beau essayer d'aminer du compost, mais bon, à la quantité que je produis, ça reste très compliqué à cultiver sur un sol argileux. Et pour dire, autour de moi, il n'y a que des moutons. Alors, attends, je vais rester pas loin parce que je vais te poser une petite question. Qu'est-ce qui te fait dire que ton sol est tassé? Alors, tassé, effectivement, l'exemple de la bêche, quoi. Et après, alors les plantes bioindicatrices, le plantain, le pissenlit, ce genre de plantes, quoi. Et puis l'exemple de la bêche. Mais après, ceci dit, j'avais essayé l'exemple de me poser des cartons, et ça a bien marché là-dessus. Effectivement, donc c'est des bonnes réponses, effectivement, parce qu'effectivement, des fois, on peut dire qu'on a un sol tassé parce qu'il est dur en été, par exemple, et or, ça vient juste du fait que c'est argileux, le fait que ce soit dur en été. Alors, il faut quand même faire attention à certaines choses. De quoi on parle quand on parle de sol argileux, déjà?
je reviens en arrière. Bien sûr. C'est pas le chemin le plus rapide que j'ai pris là. Voilà. Faut savoir quand même que ici déjà, si tu regardes le 12, on est dans l'argile déjà. Hein. Donc il y a des sols quand même qui sont déjà considérés comme argileux, qui sont dans la zone quand même zone rouge, voire zone gris foncé quoi. Donc le truc c'est que les propriétés argileuses, elles apparaissent dès qu'on est au-dessus de 30% d'argile. On perçoit vraiment qu'un sol qui est déjà argileux. Mais il y a une grosse différence entre un sol qui est 30% et un sol qui va être à 60 ou 70% d'argile, de point de vue de ses propriétés. Effectivement, donc, il est très probable que ton sol soit là-dedans, donc quelque part dans ce secteur-là. Donc effectivement, il y a une certaine sensibilité quand même au tassement. Après, il faut voir l'historique, parce que s'il y a beaucoup de moutons autour, peut-être qu'il y a eu des moutons un jour là. C'est possible, effectivement. Donc là, en effet, tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est racines, ça va aider. Il y a besoin d'un peu de travail du sol, peut-être un moins de fissuration du sol pour aider. Mais effectivement, voilà, un sol qui paraît argileux, en tout cas, on verra demain. Demain, tu seras là pour le... Non, voilà, parce que justement, on regardera un petit peu comment voir plus précisément la texture d'un sol. Voilà, donc effectivement, il y a, voilà, on est sûrement là-dedans, on est sûrement sur un sol plutôt argilo-limoneux, donc il y a quand même une certaine sensibilité assez marquée au tassement déjà. Et puis sûrement un historique, alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quelque chose qui a fait que ça s'est tassé. Donc on est un peu obligé de faire avec un minimum de travail du sol pour détasser un peu. Et puis après des plantes, effectivement. Des plantes, alors les cartons plus végétation, c'est que c'est pas mal ça, souvent ça aide bien, notamment à attirer les vers de terre. T'as beaucoup de vers de terre? Ouais, bon, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça aide beaucoup, ouais, ça aide bien. Ça. Par contre, c'est du mal à prendre racine, quoi, ça a du mal à verser. Ouais, c'est vraiment. Ouais, tu dis que ça a du mal à prendre racine. Sur quel type de culture? Les choux, ça part bien prendre. Ça coûte pas mal. Les choux, ça part bien, quoi. Puis certaines cultures. Ouais, c'est compliqué, quoi. Quand tu dis certaines cultures, tu penses à quelle culture? Voilà, bon, tout ce qui est carottes. Carottes, c'est compliqué. Après, même la bourrache, qui pousse partout. Ah, ça, c'est pas forcément. Il faut se méfier, ça pousse partout. Ça pousse jamais partout. Ouais, bah, déjà juste pour semer, en fait, quand je fais les graines, déjà juste pour que les semences elles partent. C'est pas évident. Non. Parce que c'est trop sec en surface, sûrement. Ouais, juste faire travailler le sol pour faire un semis. Oui, effectivement, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors après, tu peux t'aider après en mélangeant tes graines avec du sable ou avec du terreau, des choses comme ça. Ça peut t'aider pour ne pas avoir vraiment un beau lit de semences à faire, surtout si c'est compliqué, dans l'argile c'est très compliqué de faire un beau lit de semences. Donc effectivement, plutôt de mélanger tes graines avec du terreau ou du sable. Ou les deux. Voilà, ça peut aider. On peut en faire le livre de Dominique Sotner sur le nouveau jardinage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un livre qui a eu énormément de succès dans les années 2010, par là, qui parle de ces techniques-là, de mettre un petit lit de terreau sur le sol pour aider justement pour les semis comme ça. Ouais. Plusieurs questions, vous avez parlé sur les buts. Ça marche la première année, pourquoi ça marche plus après? Je viens d'en faire une, ma première butte. Alors, pourquoi alors, c'est pas que ça marche plus après. C'est que souvent ce qui se passe, c'est que c'est très impressionnant la première année parce que justement on a tout l'humus, toutes les matières organiques qui sont dans ce sol-là, qui vont être en partie minéralisées et qui vont du coup nourrir massivement les cultures. L'année suivante, on va avoir ça beaucoup moins. Donc ce qui est important déjà, c'est de maintenir la structure, l'aération de la butte déjà, très important parce qu'elle peut prendre en masse, surtout si on est sur des textures sensibles au tassement. Et ensuite, effectivement, c'est important après remettre de la matière organique, voire de l'azote si besoin. Donc l'azote, très facile, retenez de l'azote, vous collectez votre urine, ça marche très bien. Voilà. Ça marche très bien. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Après, voilà, il faut vraiment relancer, entretenir la fertilité du sol. Alors,
Oui. Concernant les buts, j'en ai fait une il y a quelques années et j'ai trouvé que la première année, justement, ça ne marchait pas. Parce que j'avais quand même bouleversé, en creusant, en mettant toutes ces couches, j'avais bouleversé comment on appelle ? Pardon ? Je vais vous parler de couches. Oui, c'est plutôt lasagne. C'est plutôt lasagne, mais là c'est encore différent. Voilà, donc une lasagne c'est encore différent, parce que là on est un peu, la lasagne est un peu sur le mode de culture hors sol. C'est ça, voilà. Où effectivement on va ramener des matières organiques et pour peu que le compost soit pas très bien fini ou des choses comme ça, ben, s'il n'est pas tout à fait mûr, effectivement, derrière on a une inhibition de la germination, des choses comme ça. Donc effectivement, on peut avoir des problèmes la première année de la lasagne. Mais on est sur quelque chose de différent de la butte de la levée de terre. C'est vraiment autre chose. Alors. Dans tout ce que j'ai vu, c'est souvent des plants. Et moi, le problème, c'est les semis. Donc, comment vous préparez les semis directs, c'est un peu compliqué. Alors, il y a un peu de volets. Il y a les grosses graines. Hein, donc là, par exemple, le maïs que j'ai montré tout à l'heure, hein, ça peut être des haricots, ça peut être des choses comme ça. Donc là, on est sur des grosses graines, ou des courges, ou des courgettes. Ça, c'est des semis de grosses graines. Donc, le poké, comme je montrais. On va plutôt passer par là, ça va plus vite. Voilà. Voilà, ici, voilà, simplement, vous écartez, vous dépoquez. Donc là, sur des grosses graines, ça c'est facile. Alors, ça peut être des lignes aussi, hein, pas obligé de se dépoquer. Hein. Voilà. Ça, là, c'est relativement facile sur des grosses graines. Après, la question, c'est effectivement sur des petites graines. Sur des petites graines, effectivement, là, on a du mal à vraiment faire un zéro travail du sol. Alors, il y en a qui le font, qui vont effectivement faire des choses comme ça, et qui vont simplement déposer des mélanges souvent de terreau, de compost mûr et de graines. Il y a cette possibilité-là. Je ne trouve pas ça forcément si évident que ça, mais certains le font même dans la façon de maraîchage sur sol vivant, par exemple. On a des gens qui font ça à l'échelle maraîchère. Et sinon c'est vraiment faire un travail, je dirais, superficiel. Un travail superficiel. Chez moi, en tout cas, en début de saison, pour tout ce qui est semé de carottes, par exemple, des choses comme ça, je fais un travail superficiel. Parce que c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Donc c'est pour ça, quand je dis zéro travail du sol, on l'adapte à la culture et on l'adapte au contexte, au sol, au contexte et climatique aussi. Alors. Vous appelez un travail superficiel? Superficiel, typiquement, travail au croc à fumier, ou croc à caillou d'ailleurs, c'est un peu le même travail. Donc voilà, l'espèce de fourche, voilà, enrobée là. Donc il va travailler entre 5, 6 fois, un peu plus de 5 cm de sol, quoi. Voilà, on est des choses comme ça. Donc déjà, ça permet de désherber, donc pour faire correctement. Et puis ça permet de gratter en surface. Alors effectivement, si on voit que le sol est tassé, ça sera bien d'aller fissurer un peu avec une fourche bêche ou avec une brine. Par contre, ça va. Vérifiez que c'est suffisant. Est-ce que vous avez désherbé, vous le remettez dessus ou vous le remettez? Alors ça va beaucoup dépendre de ce que c'est comme herbe. Si c'est des trucs à rhizome, des orties ou des graminées vivaces qui risquent d'être très envahissantes derrière, j'ai tendance à les secouer le plus possible pour qu'il y ait le maximum de terre qui retombe et puis je mets la plante un peu plus loin. Si par contre on est sur des plantes comme on a vu tout à l'heure, hein, des choses comme des lamiers pourpres, des choses comme ça, là je ne m'embête pas, hein, je laisse sur place. Il y a un rappel qui sonne à cette heure-là. Ça me rappelle de préparer le repas là, pour les enfants. Et aujourd'hui, c'est pas la peine. Oui, alors attends, je vais amener le micro. On passe juste une petite question. Bon, moi je fais pas de jardinage potager parce que vu ce que j'ai comme endroit, ça peut être que du décoratif. Mais la question, je pense qu'elle est valable pour tout. J'ai tendance, comme je laisse la végétation, quand elle me plaît, je la laisse d'une année sur l'autre, j'ai pas envie de la... Je trouve qu'elle s'est bien implantée et puis qu'elle est bien là, et qu'elle se plaît. Mais quand même, au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir
une dégradation, ou alors certains parasites qui vont s'implanter spécialement en se disant j'ai trouvé le bon terrain, moi, j'ai mon repas tout prêt. Quel type de plante? Oh, je ne sais pas, mais non, je dis c'est des décoratifs, puisque là où je suis, vraiment, c'est pas possible autrement. Par exemple, une chèvre, ou un géranium sauvage, ou par exemple, voilà. Ils sont toujours au même endroit, je les bouge pas, et donc ils se plaisent. Mais au bout d'un certain temps, peut-être que, par exemple, les mouches blanches, elles ont bien repéré. Et est-ce que donc de changer de culture, est-ce que je ne sais pas, au niveau du sol ou au niveau des parasites? Alors oui, ce qui se passe, c'est qu'on est face à un phénomène naturel qu'on appelle ce qu'on appelle la succession végétale. C'est que si vous laissez faire la nature, vous allez peut-être avoir une année peut-être plein de géranium sauvage, par exemple, et puis au bout de quelques années, ils vont laisser la place à d'autres plantes. Et ça, c'est la succession, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà. Donc effectivement, si on veut garder le géranium sauvage, à un moment, il va falloir souvent reprendre tout ça et recréer les conditions pour qu'il revienne. Alors quelles étaient les conditions dans lesquelles il est arrivé tout seul, et dans quelles conditions il va pouvoir revenir si on veut qu'il revienne. Mais peut-être qu'il va revenir ailleurs aussi. Alors, plus là, mais ça peut-être un autre temps. Il est toujours. Comme je lutte quand même contre les envahissements, donc il reste là. Mais oui, voilà. Au bout d'un moment, il ne va pas changer le sol. Est-ce que le sol c'est possible. C'est très possible qu'à un moment, il change le sol, effectivement, que les conditions se modifient et qu'il laisse la place à autre chose. C'est sûr que ça va se passer. Alors, au bout de combien de temps, on n'en sait rien. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est sûr qu'à un moment, de toute façon, dans le climat, on a effectivement une végétation plutôt type prairie qui va laisser la place à une végétation de type lande, qui va laisser la place à une végétation de type forêt. C'est sur le temps long, bien sûr, mais ça, de toute façon, c'est ce qui se passe. Donc oui, il y a un moment où la plante ne sera plus là. Après, voilà, pour la garder, il y a un moment où il faut faire revenir tout le système à l'état où qui lui convenait. Mais sinon, ça peut-être qu'il y aura d'autres plantes qui vont vous plaire derrière et que vous aurez envie de garder aussi. Ça, c'est possible. Donc là, ça rejoint plutôt j'ai vu qu'il y avait un livre de lui à l'entrée, ça rejoint un peu les réflexions de Gilles Clément, ce qu'on dit là, sur le jardin en mouvement, juste comme ça. Alors, on est en plein là-dedans. Donc utiliser justement les dynamiques naturelles des écosystèmes pour faire un jardin dans un mouvement. Donc là, je vous invite à aller voir les écrits de Gilles Clément, il y a des choses tout à fait passionnantes. Alors je ne sais plus quel livre il y a à l'entrée, je ne sais pas s'il parle de ça, mais il y a des ouvrages de lui qui parlent de ça. Alors, je vois une question là-bas. C'était lorsqu'on arrive en fin de culture, dans l'idée de couper la culture pour la laisser au sol, si ces cultures ont eu la maladie, champignons par exemple, est-ce qu'on les laisse sur place ou est-ce qu'on les évacue? Voilà. Le mildiou, effectivement, classique, voilà. On peut se dire, tiens, là, il y a du mildiou qui est là, je veux éviter qu'il se répande. Il faut savoir qu'il est là. Déjà, le mildiou, il arrive dès que les conditions climatiques lui conviennent, il arrive. Vous avez en gros l'été, une pluie, la température passant sous 25 degrés, on est sur des conditions qui sont favorables. Alors après, ça peut durer ou pas. Voilà. Mais si les conditions durent, on a intérêt à traiter très très rapidement avant que la maladie se déclare. Sinon, une fois que la maladie est déclarée, c'est cuit. Et il va mettre 10 jours à faire ses spores. Donc c'est rien. À moins que vous ayez tout arraché et tout envoyé à la déchetterie au bout de 10 jours, ce qui est très peu probable. On espère toujours que ça va passer. Donc les spores sont là, de toute façon. Qu'on laisse la végétation sur place ou pas, les spores sont là. Donc voilà, c'est pas la peine de trop se prendre la tête avec ça, et autant laisser quand même ça au sol. Moi, je me demandais où on pouvait trouver des engrais verts comme là sur la table, parce que j'en vois. Oui. Et quand vous serez parti, en fait. Alors, merci. Effectivement, donc, en 2020, là, quand il y a eu le Covid, là, où tout s'est arrêté, il n'y avait plus de conférences, plus de formations, plus rien. J'avais lancé un truc, ça faisait un moment que j'y pensais, j'ai lancé un petit truc une petite vente en ligne d'engrais verts. Et voilà, et donc du coup maintenant c'est ma compagne qui l'a reprise.
Donc du coup, c'est pour ça que ça continue. Et donc, il y a toujours une boutique en ligne. Alors, il y avait Jardinant Sol Vivant tout à l'heure. Donc, vous mettez boutique.jardinant Sol Vivant et vous avez. Alors après, vous trouvez toujours des engrais verts dans les jardineries. Hein, donc vous pouvez trouver en jardinerie. Alors souvent, vous allez trouver les classiques, hein, du tracalcarnat, peut-être du seigle, du sarrasin, des choses comme ça. De la moutarde, voilà, de la luzerne, des choses comme ça. Si vous allez sur des sites de semences potagères, vous avez souvent toujours un petit rayon engrais vert. Donc là, souvent, vous allez avoir une petite dizaine d'espèces, donc ça fera un peu plus que ce que vous trouvez en jardinerie. Vous allez sûrement avoir du seigle, sûrement avoir des céréales, de la veste, des choses comme ça, un petit peu plus que la jardinerie. Et puis effectivement, je pense qu'on est le seul site vraiment spécialisé là-dedans, où là, je crois qu'on a comme 25 espèces, un truc comme ça en ce moment. Donc ça, c'est, si vous voulez des choses un peu plus recherchées, comme de la navette fourragère, qui est une plante remarquable, hein, pour s'implanter notamment en terrain sec, je sais pas, comme du radis fourragé, comme de la chicorée, comme de la veste velue, des trucs comme ça, de la veste de Narbonne, des choses comme ça, effectivement, là c'est plus celui que vous le trouverez. Là, oui, il y a quelques-uns qui sont en vente. Voilà, si vous voulez, voilà, il y a quelques livres et des semences qui sont en vente, effectivement. Qui sont en vente, tout à fait. Merci pour la transition. J'allais dire justement, la transition tombe bien parce qu'à 19h, c'est notre éternel problème avec les salles. À 19h, il faudra qu'on quitte les lieux. Donc ça nous laisse une dizaine de minutes. Donc bien sûr, on peut prendre une dernière question, mais sinon, on sera aussi quelques temps d'échange avec Gilles autour des livres et éventuellement des semences. Donc manifestez-vous, c'est le bon moment. Ah ben voilà, je te passe. Est-ce que la provenance des graines compte? Provenance géographique. C'est mieux quand tu es chez Gilles. Non, je déconne. Pour les engrais verts, pour les légumes, pourquoi? En général. Bio, c'est toujours quand même mieux de prendre des bio si on peut. Voilà, après, c'est pas toujours possible, hein, loin de là. Même là, tout n'est pas bio parce que je ne trouve pas trop bio. Mais c'est quand même mieux, ne serait-ce que par rapport à leur mode de production de la graine. Après, c'est pareil, si la pluie est produite localement, c'est mieux, mais c'est pareil, c'est pas obligatoire non plus. Sur l'avantage, c'est que j'ai plus localement, je vais être plus adapté au climat, des choses comme ça, mais on fait ce qu'on peut, hein, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des graines produites localement et bio. Donc on fait au mieux, voilà. On fait au mieux.